Il y a des histoires qui ne devraient jamais être racontées. Des récits que l'on préfère étouffer, enterrer, oublier au plus profond d'un silence que personne n'ose troubler. Pourtant, certains lieux, certaines anomalies, ne laissent pas le choix. Elles reviennent, encore et encore, comme si elles nous appelaient ou nous attiraient. Ceci n'est pas une légende inventée pour vous effrayer. C'est le témoignage brut d'un homme qui, un matin ordinaire, a vu sa routine basculer dans l'inexplicable. Un arpenteur, consciencieux, méticuleux, envoyé sur un terrain banal, sans intérêt, et qui a découvert ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Un champ vide, un silence étouffant, et au milieu de nulle part, un ascenseur flambant neuf, sans aucun raccordement, sans aucune trace de construction, apparu là comme par magie. Avant de poursuivre ce récit, laissez-moi vous prévenir. Si vous avez le courage d'écouter jusqu'au bout, vous risquez de sentir le poids du vertige, comme si l'ombre de cet ascenseur se tenait derrière vous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Nuit d'horreur, car ce que vous allez entendre n'est qu'un fragment des ténèbres que nous réveillons ici chaque nuit. On croit toujours que le métier d'arpenteur a quelque chose de romantique. On imagine l'homme seul face à l'horizon, sa silhouette découpée par la lumière, trépied planté dans le sol, mesurant des terres encore vierges. Mais la réalité est beaucoup moins glorieuse. La plupart du temps, c'est de la boue, des champs sans âme, des terrains vagues promis à devenir des parkings ou des supermarchés. Ce matin-là, ce n'était pas différent. Une vaste étendue plate aux abords d'une petite ville moribonde. Un lieu dont personne ne se souviendrait. Je garai mon camion sur le bord, pris mon matériel et m'enfonçai dans les hautes herbes encore humides de la pluie de la veille. Mon protocole était immuable. Vérifier les limites cadastrales, tester la composition du sol, contrôler les élévations et passer le radar pour détecter les anomalies souterraines. Rien d'excitant, juste une routine. Mais une routine qui rassure parce qu'elle ne laisse aucune place au doute. Pourtant, très vite, je remarquai des incohérences. Ma boussole tremblait de quelques degrés. Le signal GPS, lui aussi, vacillait. Pas de quoi sonner l'alarme, mais assez pour réveiller ma méfiance. Je fis plusieurs boucles, reprenant mes mesures, et c'est alors que je le vis. D'abord de loin, une silhouette se découpant à travers les herbes, haute, rectangulaire. Un abri technique, une borne électrique, un dispositif temporaire oublié là par une équipe précédente. Je m'approchai et mon souffle se bloqua dans ma poitrine. Ce n'était pas une cabine de chantier, ce n'était pas un pylône. C'était un ascenseur, seul, dressé en plein milieu du champ, 8 pieds de haut, 2 portes métalliques impeccables, parfaitement ajusté, un panneau de commande avec un seul bouton vert éclairé. Je fis le tour, incrédule. Aucune trace de véhicule, aucune fondation, pas même une empreinte. Le sol était lisse, intact, comme si la chose avait poussé du jour au lendemain, enraciné directement dans la terre. C'était impossible, complètement absurde. Et pourtant, l'objet était bien là. Je passai ma main sur la surface métallique, froide, lisse, sans la moindre rayure, comme si elle venait d'être installée à l'instant. Un ascenseur flambant neuf, sans immeuble, sans câble apparent, sans alimentation visible. Je sentis mon cœur ralentir, puis battre plus vite, de manière irrégulière. La logique voulait que je m'éloigne, que je prenne des photos, que je rédige un rapport et que je signale immédiatement cette anomalie. Mais une autre voix, plus profonde, plus insidieuse, me soufflait que si je tournais le dos maintenant, je n'aurais jamais la réponse. Alors, sans trop réfléchir, je posai mon doigt sur le bouton vert. Un bip sourd résonna. Le sol vibra sous mes bottes, et dans un souffle métallique, les portes s'ouvrirent. L'intérieur de la cabine était impeccable. Des parois d'acier brossées, un sol carrelé, une odeur métallique, stérile, comme dans les ascenseurs de pittorescents. Mais il y avait une différence. Aucune trace d'usure. Pas de rayures, pas de taches, pas de boutons collants usés par le temps. Je m'arrêtai sur le panneau de commande. Un simple affichage.
rez-de-chaussée, G, et en dessous, -1, -2, -3, jusqu'à -7. 7 niveaux sous la terre, 7 profondeurs dont aucun plan, aucune archive n'avait jamais fait mention. Seul le bouton du premier sous-sol, -1, était allumé, comme une invitation. Mon instinct hurlait de le brousser chemin. Personne ne m'aurait reproché d'avoir signalé une anomalie, puis quitté les lieux. Mais une autre logique, implacable, me retenait. Et si cet ascenseur menait à un site illégal, une construction non déclarée, dangereuse, n'étais-je pas responsable, en tant qu'arpenteur, d'évaluer les risques avant que le terrain ne soit livré à un projet futur ? Je me répétais cette excuse comme pour justifier ce que je m'apprêtais à faire. Mais au fond, je le savais, c'était la curiosité qui m'avait déjà enchaîné. Alors, je posai mon doigt sur le bouton vert. La cabine vibra. Les câbles, invisibles, se tendirent et, dans un glissement fluide, je descendis vers l'inconnu. Un déclic sec retentit et les portes s'ouvrirent. Je m'attendais à un sous-sol technique, une cave bétonnée ou un couloir utilitaire. Mais ce que je découvris me paralysa. Un bureau. Oui, un étage complet de bureaux éclairé par des néons fatigués. Des rangées de cloisons en formica beige, des carreaux de lino usés et une odeur de papier moisi mêlée à celle d'un café froid. Tout était abandonné, mais figé dans un état qui défiait la logique. Une tasse de polystyrène traînait encore sur une table, à moitié pleine. La surface du café était couverte d'une fine pellicule grasse, mais tiède, comme si on venait d'y tremper les lèvres quelques minutes plus tôt. Un cendrier débordait de mégots. L'un d'eux se consumait encore lentement, laissant échapper un mince filet de fumée qui se dissipait dans l'air stagnant. Je m'avançai, chaque pas résonnant dans le silence. Les bureaux étaient encombrés de papiers, de notes, de dossiers jaunis. J'en attrapai un au hasard, une simple demande de fourniture datée de plus de 20 ans. Une autre feuille parlait de maintenance de protocole, étage -3, avec des instructions strictes. Aucun personnel non autorisé ne doit descendre au-delà du niveau -3. Toutes sorties doivent être validées par un responsable. Un frisson glacé remonta le long de ma nuque. Comment une telle installation pouvait-elle exister sans qu'aucun registre, aucune archive publique n'en fasse mention ? Je continuai d'avancer, mais mon malaise s'intensifiait. Le temps semblait suspendu. L'odeur, la lumière, la poussière, tout indiquait un lieu abandonné, et pourtant certains détails trahissaient une présence encore active. La lumière des néons, par exemple, elle n'était pas alimentée par le réseau. Mon détecteur confirmait l'absence totale de courant venant de la surface. Pourtant, les lampes clignotaient, comme si une source inconnue les alimentait dans l'ombre. Je retournai vers l'ascenseur. Le bouton pour remonter au rez-de-chaussée était éteint. Seul le bouton -2 brillait désormais d'un vert calme et implacable. Je m'acharnai sur G. Rien. Pas un son, pas un mouvement. Comme si la machine refusait de me laisser partir. La seule direction possible était plus bas. Je restai figé un instant, les mains tremblantes, le souffle court. C'est à ce moment que j'ai eu cette pensée absurde. Et si quelqu'un ou quelque chose me guidait volontairement, comme si chaque étage était un piège soigneusement conçu, destiné à me faire descendre encore et encore. Mais j'étais déjà pris au piège. Alors, je tendis la main et j'appuyai sur le bouton -2. La cabine vibra, descendit et un nouveau déclic résonna. Les portes s'ouvrirent dans un silence qui me glaça le sang. Je m'attendais à une continuité logique, un autre sous-sol administratif, un autre étage abandonné. Mais au lieu d'un environnement industriel, je me retrouvais face à un salon. Oui, un véritable salon de maison, parfaitement meublé, comme figé dans les années 90. Le contraste était si violent que j'en perdis l'équilibre un instant. Devant moi s'étendait un couloir étroit, recouvert de tapisseries défraîchies aux motifs floraux. Sur le sol, un vieux tapis râpé, taché de marques sombres que je n'osais pas identifier. À ma droite, une lampe sur pied diffusait une lueur jaunâtre,
comme si quelqu'un l'avait laissé allumer avant de partir au travail. L'air avait cette odeur familière et inquiétante à la fois, un mélange de poussière, de produits ménagers bon marché et de quelque chose de plus rance, comme du pain oublié dans un placard humide. Je m'avançais, chaque pas grinçant sur le parquet usé. Le silence était oppressant, mais pas complet. Dans le lointain, un bruit discret persistait, un tic-tac régulier. Une horloge. Cela me perturbait encore davantage. Comment pouvait-il y avoir une horloge fonctionnelle, ici sous terre, dans un lieu censé être inaccessible? En arrivant dans le salon principal, je me sentis pris au piège dans une photographie d'un autre temps. Des meubles en bois sombre, un canapé en tissu au motif délavé, des bibelots sur une étagère. Tout respirait une normalité artificielle, mais une normalité qui sonnait faux, comme une copie imparfaite de la réalité. Je m'approchai de la cheminée, où plusieurs cadres photos étaient posés. Je pris l'un d'eux. C'était une photo de famille. Un père, une mère, 2 enfants. Tous souriaient, figés dans une pose classique de studio. Mais plus je fixais leur visage, plus mon estomac se serra. Leurs yeux semblaient légèrement décalés. Leur sourire, tendu, figé, mais sans la moindre étincelle de bonheur. Une impression subtile mais terrifiante, comme si cette famille n'avait jamais appris à sourire naturellement. Je reposai le cadre, la main tremblante, et en pris un autre. Même constat. Des visages humains, mais presque trop humains, comme des masques de cire mal moulés. Mon cœur battait fort. Une sueur froide coulait le long de mon dos. Rien, absolument rien de concret ne me menaçait dans cette pièce, et pourtant, chaque fibre de mon être me criait que je n'étais pas censé être là. Je continuais mon exploration, longeant le couloir. Les pièces se succédaient. Une cuisine carrelée, aux placards entr'ouverts, où une odeur de pain brûlé stagnait encore dans l'air. Une salle de bain minuscule, dont le miroir était fendu en diagonale, reflétant mon visage en 2 moitiés imparfaites. Une chambre d'enfant, avec des jouets éparpillés sur le sol, mais des jouets déformés, comme si quelqu'un avait tenté de les reproduire sans jamais en avoir vu de vrais. Le plus perturbant, c'étaient les fenêtres. Je tirais un rideau, et au lieu d'un jardin, d'un voisinage ou même d'un ciel, il n'y avait que du béton. Un mur de béton brut, gris, sans fin. Pas de soleil, pas d'extérieur, rien. Chaque fenêtre de la maison donnait sur ce même vide oppressant. Je sentis la panique monter. Une maison complète, construite dans les entrailles de la terre, mais sans issue, sans horizon. Un décor enfermé dans une prison de ciment. Je voulus quitter cette mascarade d'habitation, mais les couloirs semblaient me ramener toujours au même endroit. J'entrais dans une cuisine, puis en ressortais dans le même couloir initial. J'ouvrais une porte donnant sur une chambre pour réapparaître dans le salon. Le temps et l'espace se pliaient autour de moi comme si cette maison n'était pas réelle, mais une boucle sans fin. Finalement, je me retrouvais à nouveau devant l'ascenseur. Les portes étaient restées grandes ouvertes, sa lumière froide découpant un carré lumineux au milieu de ce cauchemar domestique. Je m'y précipitais, le souffle court, le cœur tambourinant dans mes tempes. Mais une nouvelle horreur m'attendait. Le bouton « G », retour au rez-de-chaussée, était toujours éteint. Seul le bouton -3 brillait désormais, comme une lueur perfide m'ordonnant de continuer. Je restais là, hésitant, une main tremblante au-dessus du panneau. J'aurais pu rester dans ce salon piégé, attendre que quelque chose se manifeste, mais je sentais qu'il valait mieux affronter la descente que d'attendre, prisonnier dans ce décor sans ciel. Alors, d'une pression du doigt, j'acceptai d'aller plus bas. Les portes se refermèrent et la cabine reprit son voyage vers les profondeurs. L'ascenseur descendit lentement, comme s'il hésitait lui aussi à me conduire plus bas. Chaque vibration résonnait dans mes os,
et la sensation de chute me donnait l'impression que je m'éloignais à jamais de la surface, de l'air, du monde réel. Un déclic sec. Les portes s'ouvrirent. Une bouffée d'air froid m'envahit aussitôt, saturée d'une odeur agressive, un mélange d'antiseptiques, de métal oxydé et de produits chimiques. J'eus l'impression de pénétrer dans un hôpital, mais un hôpital oublié, abandonné, où le temps avait pourri chaque recoin. Devant moi, un long couloir dallé de carrelage bleu pâle. Les murs, autrefois immaculés, se fissuraient par endroits, laissant apparaître des veines d'humidité. Les néons au plafond grégillaient, s'éteignant et se rallumant par à-coups, projetant des ombres saccadées qui donnaient vie aux formes les plus anodines. Je fis un pas. Le bruit de mes bottes claqua sur le carrelage. Le son résonna étrangement, étiré, amplifié, comme si le couloir lui-même me renvoyait mon intrusion avec mépris. À gauche, des brancards abandonnés, certains encore recouverts de draps jaunis, tachés de marques brunes. Des chariots médicaux stationnaient le long des murs, garnis d'instruments chirurgicaux impeccablement alignés. Scalpels, pinces, ciseaux, lames, tous brillants, comme polis récemment. Mais la poussière qui couvrait le sol prouvait que personne n'était passé ici depuis des années. Plus j'avançais, plus l'impression de déranger un rituel grandissait. Ce lieu n'était pas simplement abandonné, il avait été déserté en pleine activité, comme si les occupants avaient fui précipitamment, laissant derrière eux une scène inachevée. J'atteignis une double porte battante. Les vitres étaient fendues en étoiles, comme si quelque chose les avait percutées de l'intérieur. Je poussai doucement. Les gonds grincèrent. Derrière, une salle d'opération. Un cercle de lampes chirurgicales diffusait une lumière crue, implacable. Sur la table, au centre, un corps. Je m'arrêtai net. Il était recouvert d'un drap blanc, mais ses contours suffisaient à me glacer. Les bras et les jambes semblaient trop longs, disproportionnés, comme disloqués. Sous le tissu, les volumes du torse n'étaient pas humains, trop creux par endroits, trop gonflés ailleurs. Je m'approchai malgré moi. Le drap portait des taches sombres, encore humides sur les bords. À côté de la table, un dossier patient était accroché à une pince métallique. Mes doigts tremblaient quand je le pris. Les notes étaient incohérentes. Certaines parlaient de blessures par balle, d'accidents, d'organes défaillants. Mais d'autres mentionnaient des procédures impossibles. Dissection consciente, extraction phase 3, réussite partielle. Et plus troublant encore, une opération était datée dans le futur. Je refermai le dossier précipitamment, pris d'une nausée violente. Un bruit derrière moi, un souffle, lent, profond, comme si un être colossal respirait juste de l'autre côté d'un rideau vert tiré dans le fond de la salle. Je me figeai. Mon corps entier se crispa, chaque nerf à vif. L'ombre derrière le rideau bougea. Une silhouette, grande, trop grande, mince comme un cadavre étiré, se déplaçant lentement, avec une fluidité contre nature. Le tissu ondula légèrement, comme caressé par une main invisible. Puis, plus brutalement, il se tendit, comme si quelque chose venait de s'y appuyer, comme une paume ou une forme, mais cette chose n'avait pas de proportion humaine. Les lampes chirurgicales au plafond clignotèrent. Une s'éteignit, puis une autre. La salle plongea dans une semi-obscurité où ne subsistaient que quelques lueurs froides. Et alors, des pas sur le carrelage. D'abord lents, lourds, puis d'autres encore, comme si plusieurs créatures s'étaient mises à marcher en cercle autour de moi, invisibles dans les recoins d'ombre. Le souffle se rapprochait. Je pouvais presque entendre l'air chaud et fétide effleurer ma nuque. Mon instinct hurla. Je me ruai vers l'ascenseur, bousculant un brancard qui se renversa dans un fracas assourdissant. Les pas accélérèrent derrière moi, frappant le sol avec un rythme inhumain, comme si les choses couraient sur plusieurs jambes à la fois. Le panneau de l'ascenseur brillait dans le noir, comme un salut providentiel. Je tendis la main, frappai frénétiquement le bouton. Les portes s'ouvrirent avec une rapidité anormale. Je sautai à l'intérieur et d'un coup de paume désespéré, j'écrasai le seul bouton allumé. -4. Les portes se refermaient au moment précis où une ombre allongée se jeta dans ma direction. Un bruit sec résonna contre le métal, comme si quelque chose venait de heurter les portes ou de poser une main démesurée. Puis, le silence. L'ascenseur reprit sa descente. Je glissai le long de la paroi, incapable de respirer normalement. Je venais de comprendre une vérité terrifiante. Les étages n'étaient pas seulement étranges ou inquiétants, ils étaient habités,
Le souffle court, le cœur battant comme un tambour dans ma poitrine, je sentis l'ascenseur plonger encore. L'air devenait plus lourd, saturé d'une humidité oppressante. Une odeur de moisissure, de chlore éventé et de marécage envahit la cabine. Un nouveau déclic sec. Les portes s'ouvrirent et une vague glacée me saisit les jambes. De l'eau. Une eau noire, visqueuse, qui s'infiltra aussitôt dans mes bottes. Elle montait jusqu'au mollet, glaciale, si épaisse qu'elle laissait une pellicule huileuse sur ma peau. Je franchis le seuil malgré moi et découvris un décor impossible. Un centre commercial. Oui, un vaste couloir bordé de vitrines, de devantures de magasins, de néons éteints. Le tout englouti sous une eau stagnante. Chaque pas provoquait un clapotis sourd, amplifié par l'écho métallique du lieu. Des enseignes clignotaient par intermittence, certaines portant des noms reconnaissables, d'autres déformées, comme mal recopiées, lettres inversées, logos presque corrects, mais étrangement altérés. Je m'arrêtai devant une vitrine. Des vêtements étaient exposés, parfaitement pliés. Des chemises, des jeans, des vestes, mais les coupes étaient légèrement fausses. Les couleurs délavées se mélangeaient de façon grotesque, comme si quelqu'un avait essayé de reproduire des habits sans jamais en avoir vu de vrai. Mon regard se leva. Et mon sang se glaça. Dans chaque vitrine, des mannequins. Des dizaines de mannequins. Immobiles, figés, la peau plastique blanchâtre émergeant à moitié de l'eau. Certains étaient debout, d'autres affaissés contre la vitre, les mains posées à plat comme s'ils tentaient de sortir. Je repris ma marche, frôlant ces silhouettes figées. Le silence était si dense que le moindre clapotis résonnait comme une détonation. Puis, l'impensable arriva. Un mannequin cligna des yeux. Juste une fraction de seconde. Un battement de paupières, humain, naturel. Je m'immobilisais, glacé d'effroi. Un autre, plus loin, tourna légèrement la tête dans ma direction. Leurs visages, pourtant inexpressifs, semblaient m'observer, attentifs, comme des prédateurs patientants derrière une vitre. L'eau s'agita brusquement autour de moi. Pas à cause de mes pas. Quelque chose d'autre bougeait sous la surface. Rapide, fluide, comme une masse énorme tournant en cercle autour de moi. Je baissai les yeux. Là, dans l'eau, mon reflet. Mais ce n'était pas moi. La silhouette reflétée restait immobile quand je bougeais. Puis soudainement, elle se mit à nager, glissant dans les profondeurs noires, un sourire étrange fixé sur son visage. Je reculai, l'eau aspirant mes jambes vers le bas. Un courant se forma, invisible, puissant. Les mannequins se mirent à tanguer doucement, certains basculant face contre l'eau, d'autres semblant se redresser un peu plus. Le courant se fit torrent. Le niveau monta rapidement, atteignant mes genoux, puis mes cuisses. Je luttais pour avancer, mais chaque pas devenait plus lourd, comme si l'eau voulait ma paix. Un choc soudain contre ma jambe. Quelque chose venait de frôler ma peau, glissant contre mon mollet. Je sentis des doigts froids et osseux attraper ma cheville. Je hurlai intérieurement, me jetant de toutes mes forces vers la lumière lointaine de l'ascenseur, dont les portes étaient restées ouvertes. Chaque pas était une épreuve. L'eau collait, tirait, aspirait. Les mannequins, eux, semblaient se rapprocher. Certains bougeaient clairement désormais, leur tête suivant mes gestes, leurs bras se levant à demi hors de l'eau, comme pour m'agripper. L'ascenseur. Presque atteint. Un mannequin flottant me barra la route, le visage tourné vers moi, ses yeux vides, soudain vivants. Je le poussai violemment, m'arrachant à son étreinte plastique. Je plongeai dans la cabine, l'eau se déversant à l'intérieur, dans une vague noire. Mes mains frappaient frénétiquement le panneau de commande. Un bouton s'alluma enfin sous ma paume. -6. Les portes se refermèrent. L'eau tenta de s'engouffrer, mais fut stoppée net par le claquement métallique. À l'extérieur, un choc énorme fit vibrer toute la cabine. Quelque chose avait frappé les portes. Pas une main, pas un poing, quelque chose de plus lourd, de plus monstrueux. La cabine descendit, l'eau s'écoulant peu à peu traversait les grilles du sol. Je m'effondrai dans un coin, haletant, trempé jusqu'aux os. Mon corps tremblait.
mais une certitude glacée s'imposait. Plus je descendais, plus ce que je rencontrais n'était pas seulement étrange ou inquiétant. C'était hostile. L'ascenseur trembla, grinça comme sous un poing invisible, puis s'arrêta. Le silence fut total. Les portes s'ouvrirent dans une obscurité si dense que j'eus l'impression que l'air lui-même était devenu noir. Une odeur de terre humide et de résine s'engouffra dans la cabine. Et lorsque ma lampe torche s'alluma, mon cœur manqua un battement. Devant moi, une forêt. Oui, une forêt entière, enfouie sous la terre. Des troncs élancés se dressaient à perte de vue, leurs branches tordues formant un plafond végétal oppressant. Mais au-dessus, il n'y avait pas de ciel, pas de lune, pas d'étoiles. Seulement un vide noir, absolu, comme si cette forêt flottait dans un néant infini. Le sol était couvert de feuilles détrempées. Chaque pas que je fis s'accompagna d'un craquement mou, étouffé, comme si le sol absorbait le bruit pour mieux laisser régner ce silence monstrueux. Je respirais profondément. L'air était glacial, saturé d'une odeur de sève pourrie et de bois en décomposition. Une brume légère rampait au ras du sol, s'enroulant autour de mes bottes comme des doigts pâles. Je m'avançai lentement, balayant les alentours avec ma lampe. La lumière semblait faible, avalée par l'obscurité, comme si les ténèbres de cette forêt étaient plus épaisses que n'importe quelle nuit. Et soudain, un bruit, léger, mais distinct. Un froissement de feuilles, loin derrière moi. Je me retournai brusquement. Rien. Je continuais. Encore ce bruit, toujours derrière, comme si quelque chose suivait mes pas, à distance. Je tentais de me rassurer. Peut-être un animal, une illusion, un effet d'écho. Mais au fond de moi, je savais déjà que ce n'était pas ça. Puis je vis des traces. Un compas brisé, à moitié enfoui dans la terre, un carnet détrempé, les pages illisibles. Et appuyé contre un tronc, un bâton d'arpenteur identique au mien, mais brisé net. Je sentis ma gorge se serrer. D'autres étaient passés par ici, et ils n'avaient jamais quitté cet endroit. Alors je l'aperçus, entre deux arbres, à la limite de ma lampe, une silhouette, grande, trop grande, étroite, presque filiforme, mais dressée comme un homme. Ses contours étaient flous, comme s'il ne voulait pas être vu clairement. Et pourtant, je sentais son regard. Je fis un pas en arrière. La silhouette disparut. Un craquement résonna derrière moi. Je pivotais, elle était plus proche. Mon souffle s'accéléra. Je me mis à courir. Les branches griffaient mes bras, mon visage, mais je n'osais pas ralentir. Le sol se dérobait sous mes pas, les racines me tendaient des pièges. Derrière moi, des bruits de pas, rapides, démesurés, martelaient le sol avec un rythme inhumain. Je tombais presque, me rattrapais de justesse. Ma lampe glissa de ma main et roula dans la boue, mais je n'osais pas la ramasser. J'étais plongé dans la pénombre, et dans cette pénombre, je sentis une main glacée effleurer ma nuque. Je hurlai intérieurement, me jetant en avant comme un animal traqué. Et là, au milieu d'une clairière, une vision surgit. Un double battant métallique. Des portes d'ascenseur, debout, là, au milieu de la terre, sans mur, sans structure. Illogique, impossible, mais ouverte. Je n'hésitais pas. Je me ruai à l'intérieur, écrasant de toutes mes forces le panneau de commande. Le bouton -7 s'alluma dans une lueur verte. Au moment où les portes se refermaient, je levai les yeux une dernière fois. La silhouette se tenait à la lisière de la clairière, immensément grande, presque humaine, mais étirée comme une ombre difforme. Et dans l'obscurité, 2 yeux brillèrent. Puis, les portes se fermèrent, m'arrachant à cette forêt sans ciel. Je m'effondrais contre la paroi de la cabine, le souffle haletant, ma nuque encore glacée, là où ses doigts inhumains m'avaient effleuré. Je savais alors que je descendais vers la dernière étape, le niveau -7, le dernier, celui où l'attendait la vérité, ou la fin. La cabine s'enfonça, encore une fois, plus longtemps que jamais. Le temps paraissait distendu, interminable. Chaque vibration résonnait dans mes os comme le battement d'un cœur monstrueux.
J'essayais de réguler ma respiration, mais ma poitrine se soulevait trop vite, affolée. Je n'étais plus en exploration. Je n'étais plus en observation. J'étais en chute. Enfin, un déclic sourd. Les portes s'ouvrirent dans un souffle métallique. Ce que je vis n'était pas un étage, ni un espace fonctionnel. C'était un cauchemar de béton. Une vaste cavité s'étendait devant moi, comme une grotte artificielle. Le sol était couvert de gravats, de carreaux brisés, de ferrailles tordues. Les murs, eux, n'étaient que béton fissuré, traversés de tiges de métal rouillées, comme des os surgissant d'une chair inachevée. Des échafaudages instables s'élevaient vers un plafond trop haut, perdus dans les ombres. Certains encore debout, d'autres effondrés en amas dangereux. Des projecteurs de chantier éteints pendaient comme des carcasses. Pourtant, quelques lampes isolées diffusaient une lumière malade, sans que je puisse comprendre d'où elles tiraient leur énergie. Je m'avançai, mes pas résonnant sur la poussière. Chaque bruit s'amplifiait, comme si le lieu entier me surveillait. Puis, je vis la table. Une grande planche métallique au centre de la salle, recouverte de plans, de schémas. Mes mains tremblaient en les feuilletant. Les dessins n'étaient pas normaux. Des pièces sans porte, des couloirs qui se refermaient sur eux-mêmes. Un plan titré « Salle d'observation, phase 3 » montrait un siège unique planté au milieu d'une pièce ronde entourée de dizaines de cercles annotés « Caméra ». Un autre portait une simple mention manuscrite « Ton remplacement ». Je sentis ma gorge se nouer. Tout cela était en construction. Ces étages n'étaient pas des ruines oubliées, c'était un projet en cours. Et moi, j'étais tombé dedans comme prévu. Un bruit me fit sursauter. Un grincement métallique, haut, au-dessus de moi. Je levai les yeux. Là, sur les échafaudages, une forme se mouvait. Lente, reptilienne, fluide. Elle glissait entre les poutres comme une ombre liquide. Parfois, 2 yeux pâles apparaissaient, scintillant un instant, puis disparaissant dans l'obscurité. Je reculais, mais le sol lui-même semblait se dérober. Certaines jaunes s'ouvraient sur des abîmes noirs. J'entendais de l'eau très loin en bas, ou autre chose. Des voix étouffées peut-être, des échos qui n'étaient pas les miens. Un souffle froid effleura ma nuque. Non. Pas encore, pas ici. Je ne voulais pas finir enterré dans ce squelette de béton. Alors, je courus. Je trébuchais sur un câble, me redressais, continuais, mes bottes claquant contre les dalles fendues. Le chantier se réorganisait autour de moi, comme s'il refusait de me laisser sortir. Des couloirs disparaissaient, des murs apparaissaient où il n'y en avait pas une seconde plus tôt. Je tournais, encore, le souffle me manquait. Et puis, je la vis. Une petite cabine, cachée dans un recoin improbable. Un autre ascenseur, plus petit, ancien, cabossé, avec une grille métallique rouillée lieu de portes automatiques. Au-dessus, un panneau « Surface ». Une seule direction. Mes mains tremblaient lorsque je tirais la grille. Elle grinça atrocement comme si elle refusait de s'ouvrir, mais je m'y agrippais, la forçais. À ce moment précis, un cri résonna derrière moi. Pas un cri humain, un rugissement grave, étouffé, prolongé, comme une plainte sortie des entrailles de la terre. Le sol vibra, des pas lourds, trop lourds, s'approchaient. Je sautai dans la cabine et tirai la grille de toutes mes forces. Dans un bruit d'enfer, le monte-charge se mit en branle, montant, lentement, trop lentement. En bas, dans la pénombre, je vis une dernière fois la silhouette. Immensément grande, filiforme. Elle se tenait au milieu du chantier, immobile mais tournée vers moi. Ses bras trop longs pendaient jusqu'au sol, et ses yeux, pâles, immenses, me fixaient. La cabine monta, grinça, haletait. J'ai fermé les yeux, incapable de soutenir ce regard plus longtemps. Je n'étais pas sauvé, j'étais simplement repoussé. Le vieux monte-charge gronda, trembla, comme s'il allait s'effondrer à chaque seconde. Je n'osais pas regarder en bas,
de peur de voir la silhouette encore tapie dans l'ombre, suivant ma montée du regard. Puis, enfin, dans un soubresaut violent, la cabine s'arrêta. La grille rouillée céda sous ma poussée. Je tombai presque en avant, dans l'herbe humide. Oui, l'herbe. Un champ banal, baigné par une lumière grise et morne. Le vent soufflait doucement, agitant les hautes herbes, comme si rien n'avait jamais existé ici. Pas de structure, pas de chantier, pas de porte. Je restais agenouillé, incapable de bouger, la terre fraîche s'effritant entre mes doigts tremblants. Autour de moi, tout était normal, trop normal. J'eus l'impression d'avoir rêvé, d'avoir imaginé chaque détail. Mais mes bottes dégoulinaient encore d'une eau noire et glaciale. Ma nuque brûlait toujours de cette caresse glaciale que j'avais subie dans la forêt sans ciel. Et dans ma main, je serrais encore ce dossier médical impossible, arraché à l'étage de l'hôpital. Alors je compris. Ce que j'avais vu n'était pas une hallucination. C'était bien réel. Mais réel ailleurs, dans un espace où personne n'est censé descendre. Un bruit déchira le silence. Ding! Le son clair d'un ascenseur. Je me retournai d'un bond, le cœur au bord de l'explosion. Rien. Juste les herbes, ondulant sous le vent. Et pourtant, sous mes pieds, le sol vibra, comme si un mécanisme invisible s'activait encore quelque part dans les entrailles de la terre. Le monte-charge que j'avais emprunté avait disparu, mais l'autre ascenseur, celui que j'avais découvert en premier, était-il vraiment parti ? Ou bien attendait-il, enfoui, qu'un autre curieux appuie sur son bouton ? Je n'attendis pas pour le savoir, je courus. Courus jusqu'à mon camion, sans me retourner une seule fois. Je ne fis jamais de rapport ce jour-là, mon dossier resta vierge. Aucune preuve officielle, aucune explication. Seulement ce souvenir gravé au fer rouge, la certitude que sous nos pieds, il existe des lieux qui n'ont pas été bâtis pour l'homme, mais pour autre chose. Et parfois, ils se laissent découvrir, juste assez pour attirer une victime de plus. Alors, si un jour vous marchez dans un champ isolé et que vous entendez le bruit métallique d'un ascenseur qui s'ouvre, ne vous en approchez pas, car vous ne remonteriez jamais. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de ce récit. Et croyez-moi, ce n'était que l'un des nombreux cauchemars que nous vous dévoilons ici. Alors abonnez-vous à la chaîne Nuit d'Horreur et activez la cloche, parce que la prochaine descente pourrait bien être pour vous.